Bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en direct de Millipol sur notre plateau où on évoque un certain nombre de sujets, d'enjeux sécuritaires, et nous allons parler de la protection des biens culturels en zone de conflit. C'est évidemment un sujet qui n'est pas nouveau. L'art et la culture sont protégés, notamment par la Convention de l'UNESCO de 1954, et pourtant on voit régulièrement des biens culturels détruits en zone de conflit armé. Ce n'est pas nouveau, je le disais, c'est toujours dans l'actualité, puisqu'effectivement nous avons les sites religieux et culturels en ex-Yougoslavie. Il y a eu les Bouddhas géants également dynamités par les talibans. Donc là on était en 2001, 2015 évidemment, Palmyre détruit par Daesh, les musées irakiens qui ont fait l'actualité, évidemment plus récemment en Ukraine, où à ce stade aujourd'hui, plus de 327 sites auraient été endommagés par l'armée russe selon les derniers chiffres de l'UNESCO. Quelle est la situation aujourd'hui dans le monde? Quelles sont les zones qui sont particulièrement préoccupantes? Quels sont les moyens que l'on met en œuvre au niveau des États, et donc en termes de coopération, puisque là encore une fois, on l'a compris, la réponse ne sera que collective. On a le plaisir d'avoir sur notre plateau l'aspirant Mathieu Pépé. Merci beaucoup d'être avec nous. Et donc je rappelle que vous êtes chargé de mission sur la protection du patrimoine en opération au sein donc de la délégation au patrimoine de l'armée de terre. L'armée est donc engagée au plus près des territoires, on le sait, pour les populations, mais vous l'êtes aussi pour protéger les biens culturels. Alors, quelle est cette mission que vous conduisez? Et je le disais, quel est un peu l'état des lieux aujourd'hui de la situation dans le monde de ces biens culturels en danger? Alors aujourd'hui, l'armée de terre, il est important de notifier que l'armée de terre, les armées françaises ne protègent pas le patrimoine depuis seulement quelques années. Il n'a pas fallu attendre les destructions, comme vous le disiez, des Bouddhas de Bamiyan, ou encore des sites de Palmyre, ou par exemple le cas ukrainien. Les armées protègent le patrimoine depuis au moins la Première Guerre mondiale. Il y avait des unités qui étaient mises en place, qui étaient opérationnelles sous l'égide du ministère de la Guerre de l'époque et du ministère des Beaux-Arts, qui travaillaient à la protection des biens culturels immeubles, à l'évacuation des biens meubles, à la lutte contre le vandalisme. Ces missions-là, elles se perdurent ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ces mêmes unités qui sont chargées de protéger le patrimoine, d'évacuer les biens menacés. Ces missions-là, aujourd'hui, on est dans une continuité. Aujourd'hui, la DELPAT, entre guillemets, ne réinvente rien. On s'inspire de ce que les anciens ont fait au goût du jour, on va dire, au vu des nouveaux conflits, des nouveaux enjeux. Il faut bien comprendre que les enjeux relatifs à la protection du patrimoine évoluent très rapidement. On ne protège plus le patrimoine aujourd'hui comme on le protégeait à l'époque de la Convention de 1954. Aujourd'hui, les nouveaux enjeux, et c'est aussi le sujet central aujourd'hui, c'est notamment le trafic de biens culturels, sur lequel les armées travaillent, mais particulièrement en collaboration avec ses homologues des autres ministères, en particulier le ministère de l'Intérieur, mais aussi d'autres sujets comme l'exploitation, l'instrumentalisation du patrimoine culturel en zone de conflit armé, et les destructions volontaires, involontaires, du fait des conflits armés. J'évoquais à l'instant un certain nombre de chiffres, 327 qui auraient été, selon les derniers chiffres de l'UNESCO, mais évidemment c'est compliqué à matérialiser, mais concrètement l'Ukraine aujourd'hui est au cœur de votre attention. Quels sont les autres États, les autres pays dans lesquels vous avez donc des actions et quelque part des situations qui peuvent vous inquiéter? Aujourd'hui, l'armée de terre, et donc là, via la DELPAT, répond à des demandes. Nous n'avons pas, en matière de protection du patrimoine, vocation à nous-mêmes s'adresser à des États en leur disant « nous sommes là pour protéger votre patrimoine ». Là n'est pas la question. Pour ce qui est de l'Ukraine, évidemment, nous travaillons avec nos homologues civils et militaires sur place. C'est le cas aussi d'autres unités à l'étranger. La DELPAT n'est pas la seule entité militaire à travailler sur la protection du patrimoine. Elle a cette spécificité d'avoir ce qu'on appelle des officiers conservateurs, donc des officiers d'actifs spécialisés dans la conservation du patrimoine. Mais il y a par exemple nos homologues américains, britanniques, italiens qui travaillent notamment énormément sur le trafic, nos homologues libanais, grecs,
tout ça pour dire qu'il y a une multitude d'États et d'armées qui travaillent sur ce sujet-là et qui sont aussi amenés à être sollicités par les forces armées ukrainiennes, par les civils ukrainiens spécialisés dans la conservation du patrimoine. Et comment s'opère du coup cette coopération avec ces différents États dont vous parliez quand vous survenez, donc vous arrivez sur une même zone? Comment est-ce que vous mobilisez vos forces de manière commune, vos compétences, vos expertises? Alors aujourd'hui, on est à un stade où évidemment les armées ne sont pas déployées sur le terrain, même pour protéger le patrimoine. Et on n'est même pas encore à ce stade de la protection, c'est encore un stade de sensibilisation, de formation. Il est connu de sources ouvertes que les armées ukrainiennes ont vocation à protéger le patrimoine et avaient déjà vocation, avant même 2014, à créer, selon ce qui est mentionné dans la Convention de 1954, de créer une unité de protection du patrimoine. Ces unités-là sont créées dès le temps de paix. Pour des questions d'efficacité, on ne crée pas une unité en temps de conflit armé pour des raisons évidentes. Mais ces armées-là ont vocation à créer des unités. Et donc, la DELPAT et aussi nos homologues ont vocation à les appuyer dans tout ce qui concerne la sensibilisation, la formation, donc que ce soit des principes de base de la Convention de 1954 aux sujets plus contemporains comme l'exploitation, l'instrumentalisation du patrimoine culturel, toute une multitude de sujets qui sont abordés dans nos formations et qui s'adressent forcément aussi à ce personnel-là. Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on arrive à mesurer aujourd'hui les impacts de cette destruction du patrimoine dans les zones de conflit qui vient finalement aggraver plus encore ce que vivent les populations sur leur territoire? Aujourd'hui, vous le mentionnez, il y a les chiffres qui sont donnés par l'UNESCO qui permettent de se faire une idée du patrimoine détruit, mais ça ne comprend pas l'ensemble des destructions. Aujourd'hui, il est très difficile, en temps de conflit armé même, d'évaluer les dégâts parce que les zones sont inaccessibles, parce qu'il y a un problème aussi de classification des biens culturels selon les États, un problème d'accès aux listes des biens culturels. Tous les États ne listent pas, il n'y a pas de liste commune à échelle européenne, il n'y a pas un référencement commun. Donc aujourd'hui, ce sont là les difficultés. Aussi, voilà, la grosse difficulté, c'est le partage des listes de biens culturels. Sans liste, on ne protège pas le patrimoine culturel correctement et donc on n'a pas une idée précise de ce qu'on protège et de ce qui a été détruit. Pour ce qui est du trafic, il y a évidemment aussi ce problème de savoir quel est le nombre de biens culturels qui ont été pillés, parce qu'il y a des biens culturels catalogués, mais aussi des biens culturels qui n'ont pas été catalogués et que l'on retrouve sur le marché noir des années plus tard et dont on ne connaît pas la provenance. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des réflexions au niveau international par des États très engagés sur cette dimension pour justement vous permettre de répondre à ces freins et donc d'en limiter les conséquences pour les forces qui vont pouvoir accompagner cette lutte contre le patrimoine en danger? Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez à cela pour que, par exemple, il y ait un référentiel, une plateforme où ces listes-là pourraient être partagées, par exemple? C'est une procédure qui prend énormément de temps, qui est au cœur des sujets, qui est au cœur des préoccupations de chaque État qui travaille sur ces sujets-là, que ce soit des acteurs des armées ou des acteurs civils. Aujourd'hui, il y a une collaboration, on va dire, multilatérale ou bilatérale entre États, mais pas de consortium qui travaille activement à ce sujet-là. Tout le monde est d'accord pour travailler sur les mêmes sujets, il y a un consensus là-dessus. De nombreuses institutions aussi travaillent énormément sur ces sujets-là, l'UNESCO, l'OTAN qui se saisit énormément de ce sujet-là et qui a vocation à unir, on va dire, les États qui travaillent sur ces sujets-là autour non peut-être pas d'un référencement commun, mais au moins d'une ligne de conduite commune et pour mettre en place des travaux communs pour ces États qui sont menacés par les conflits armés, dont le patrimoine est menacé par les conflits armés. Lieutenant, peut-être un dernier mot sur justement les populations dont on parlait, puisque c'est bien finalement c'est bien elles aussi qu'il s'agit de protéger et des victimes évidemment de ces conflits armés sur la planète.
finalement, protéger l'art, la culture, ces biens culturels, c'est aussi quelque part leur donner un souffle d'espoir dans une période très difficile pour elles. Et ça passe notamment par des projets civilo-militaires qui naissent sur les territoires. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, des projets civilo-militaires, il y en a plein, on pourra en citer pendant des heures. Pour ce qui est de l'armée française, de l'armée de terre, nos conservateurs ont été déployés donc, au Mali et en Centrafrique. C'est particulièrement en Centrafrique que cette collaboration civilo-militaire s'est mise en place dans la reconstruction, la reconstitution, en coopération, et c'est vraiment important de souligner ça, avec les autorités compétentes en la matière, donc de spécialistes du patrimoine, de la conservation. Il y a eu une reconstitution du musée de Bangui en Centrafrique entre nos officiers conservateurs et ces spécialistes-là. Effectivement, ça devrait couler de source, mais il y a une responsabilité éthique à protéger le patrimoine, au-delà de la responsabilité juridique via la Convention de 1954, au-delà des raisons opérationnelles qui sont multiples et qui rejoignent notamment, on va dire, la raison éthique, puisque en protégeant le patrimoine, on protège l'identité d'un peuple et on évite toute forme de déshumanisation de ces populations qui sont touchées. Nous, en tant que militaires, ça peut avoir un impact opérationnel de protéger ce patrimoine, puisqu'on ne s'attire pas les foudres des populations locales, et donc les opérations se déroulent mieux, et on peut atteindre ce qu'on appelle l'état final recherché. Donc il y a un véritable intérêt et éthique, et opérationnel, et juridique à protéger ce patrimoine en zone de conflit armé. Lieutenant, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur notre plateau en direct de Milipol. Et bien entendu, l'actualité continue ici pendant 4 jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.